une forme de montée du politique du ressentiment qui se nourrit ici de l'anticolonialisme réinventé ou fantasmé, là d'un anti-occidentalisme instrumentalisé. Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Moi, je suis né après toutes les décolonisations. Et on ne peut pas dire que le continent africain, c'est formidable, c'est un continent très jeune. 70% de ce continent est né après les décolonisations, même plus que 70%. Et continuer à avoir un dialogue complètement complexé par le post-colonialisme. C'est une manipulation, il faut quand même être lucide. Nous, on ne doit pas tomber du côté de la facilité, des habitudes d'un post-colonialisme qu'on a nourri après colonisation, il faut être lucide, mais avec lequel on a rompu. La France a-t-elle réellement rompu avec les pratiques colonialistes ou néocolonialistes? Dans tous les cas, dans cette vidéo, cher ami, je voulais t'inviter à parler de cette expression, voilà, du fait que tout ce qui se passe serait dû au ressentiment des Africains envers la France. Les Africains sont-ils remplis de rancune? Parce que lorsqu'on parle de ressentiment, c'est un sentiment de rancœur, un sentiment d'amertume, ce sentiment qui est souvent donc la cause, bien évidemment, du fait qu'on s'est senti avoir été maltraité ou traité injustement et avoir été objet d'une offense ou d'une blessure émotionnelle. Lorsque nous parlons de ressentiment, c'est une émotion qui peut perdurer dans le temps et qui aura comme conséquence le fait que, voilà, donc cette émotion va influencer les perceptions et les relations donc, dans l'avenir. Et le ressentiment est souvent associé à un sentiment d'injustice et de frustration non résolu. Est-ce que les Africains sont des rancuniers? Est-ce que la France souffre à cause de son passé colonialiste? Dis-moi en commentaire déjà ce que tu penses par rapport à ça. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais te donner ma lecture dans le but de t'amener à être, voilà, excellent. C'est le but de tout ce que nous essayons de faire ici. Sortir des leçons de ce qui se dit et se fait pour que nous puissions, dans nos rapports individuels et professionnels, dans notre vie en général, aller vers l'excellence. Et donc, dans cette vidéo, je vais donc t'inviter à parler de la question de la rancune, la question du ressentiment qui peut être très destructif parce que lorsqu'il y a de la rancune et du ressentiment, on ne peut pas avoir une bonne relation avec celui avec qui on a ce ressentiment et évidemment, les perceptions des actions de cette personne donc, vont être forcément biaisées. Est-ce parce que la France a colonisé l'Afrique, donc qu'elle est chassée aujourd'hui? Est-ce parce que donc les Africains sont rancuniers, que toute bonne action que la France essaie de faire est mal interprétée? Parce que dernièrement, Macron pouvait dire aussi donc, voilà, que les médias français doivent essayer d'expliquer aux Africains le bien fondé de leur action, parler des choses positives qu'ils sont en train de faire. La France s'efforce-t-il à se faire accepter par des gens qui sont remplis d'amertume? Nous allons parler de cette question. La première chose, la solution serait-elle dans le fait que la France demande pardon à l'Afrique? Quand tu es offensé, quand tu es blessé, quand tu es traité injustement, est-ce le fait qu'on te demande pardon te permet d'être réellement guéri de ta blessure? Parce que il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-N. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotion dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému
et je sais que je ne suis pas le seul à être ému, mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Je trouve que c'est une erreur de jouer dans le sens des émotions. Nous devons sortir absolument des émotions. Les émotions ne changent absolument rien de concret. Et à ce niveau, je pense que la réponse que Macron a donnée est très instructive. Même si nous reprochons beaucoup de choses à Macron, il faut aussi reconnaître que des fois, il dit des vérités qui sont vraies, d'accord, des choses qui sont correctes. Les actions, des fois, font défaut à Macron. Mais écoutons sa réponse. Avant de l'écouter, je t'invite à aimer cette vidéo déjà et à la partager. Tu me diras en commentaire ce que tu penses par rapport à tout ce que nous allons aborder. Parce que non seulement nous allons écouter sa réponse, mais nous allons aborder les propos de certains Français qui analysent avec justice, hein, j'allais dire avec justesse, analysent avec vérité ce qui se passe au Sahel et qui évoquent les vraies raisons, parce que c'est important. Ça nous permettra aussi de savoir comment, bien sûr, rétablir une relation qui a été donc injuste, une relation dans laquelle nous avons blessé ou nous avons été blessés. Nous allons donc parler de cette vérité. J'espère déjà que tu as fait ça, parce que quand tu fais ça, ça permet à YouTube de présenter notre vidéo à d'autres personnes. Merci donc voilà, d'aimer cette vidéo et de la partager. Ça fera du bien à plusieurs personnes parce que le sentiment de ressentiment, le sentiment d'amertume et de rancœur peut donc détruire encore plusieurs personnes. Mais la question qui se pose, c'est comment procéder pour en être totalement libéré. C'est ça le but de cette vidéo. Nous allons parler de ce qui se passe entre la France et l'Afrique. J'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple. Si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais, la main sur le cœur, et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse. Et donc, ce que, pour ma part, je souhaite construire, ce que, au nom du peuple français, puisque vous m'avez dit que je remettais mon costume, je suis prêt à m'engager à faire, c'est d'abord ce travail de reconnaissance. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites dans le rapport, et donc moi, je suis prêt à ce qu'on continue à s'engager pour qu'il y ait un travail d'historien, de scientifique partagé, et pour que surtout, on fasse quelque chose qui, à mes yeux, est très important, et qui va dans votre sens, mais qui est, je pense, plus fécond que simplement un président qui dit un jour pardon, parce que ça ne réglera pas tout. C'est de dire que cette politique de reconnaissance, elle doit mettre en place, c'est commencer un processus inexorable
de mémoire et d'histoire qui vise à documenter ce passé sous toutes ses formes et à en écrire l'histoire partagée. Et à permettre à des historiens du continent africain, du continent... Pardon ? Oui, vous êtes plusieurs à l'être ici. Du continent africain, du continent européen, à travailler ensemble, à faire œuvre de vérité et à donner un contenu historique et scientifique à ce travail de reconnaissance. Et à pouvoir, dans l'éducation qui est faite à nos enfants, retracer la vérité. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais je pense que, comme je l'ai dit, Macron dit des fois des choses, certaines fois, des choses qui sont exactes. Ce n'est pas parce que, voilà, on lui reproche son arrogance et ses attitudes qu'on ne peut pas aussi reconnaître que des fois, il dit des vérités. Et à cet effet, la réponse me semble juste. Demander pardon ne suffirait pas. Des fois, c'est ce qui se passe dans nos relations avec nos frères et nos amis. Nous les avons offensés et sans une prise de conscience réelle de ce qu'on a fait, on va aller demander pardon dans le but que, bon, ok, la personne se calme. Mais dans le cœur, on n'a pas une véritable politique de reconnaissance. Oui, je suis d'accord avec cette question de reconnaissance. Il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître ce qui a été fait et assumer ses parts de responsabilité. C'est de là que ça commence. Quand tu as offensé quelqu'un, au lieu de te précipiter à lui dire pardon simplement sans savoir pourquoi il te demande pardon, ben déjà, de ces pardons n'ont pas de conséquences réelles. Donc, il faut diagnostiquer, examiner pour voir ce que tu as fait de mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la politique de promesse. J'aime bien ça aussi. La politique de promesse de ne plus refaire les mêmes choses. Mais le problème avec la France, c'est la grande question. Est-ce que c'est le cas dans la pratique? Comment on peut donc penser à une nouvelle relation avec l'Afrique? Une relation, c'est une relation, voilà, donc prospère avec l'Afrique si on garde les souvenirs, c'est-à-dire on garde ce qui rappelle le passé. Si les mêmes choses continuent, et il y a plusieurs points que nous allons aborder et justifier ce que nous sommes en train de dire. Plusieurs choses qui perdurent, qui continuent et qui entretiennent encore et qui rappellent les blessures du passé. On ne peut pas parler d'une véritable, j'allais dire, reconnaissance s'il n'y a pas un véritable changement. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que je ne crois pas que les Africains soient rancuniers, mais lorsque la France maintient certains emblèmes qui rappellent le passé et continue certaines pratiques que nous allons encore rappeler tout à l'heure, c'est tout à fait normal que ça ne fait que, j'allais dire, creuser davantage les blessures. N'est-ce pas, cher ami? C'est souvent ça. Donc, quand on demande pardon, on reconnaît, bien sûr, demande pardon, c'est simple, mais reconnaître réellement ce qu'on a eu à faire, il faut des attitudes qui montrent que nous avons réellement changé. Sinon, c'est un problème, c'est un problème. Donc, l'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier. Elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais, Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter. Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Ce sont des relations qui sont encore marquées par l'empreinte néocoloniale. On rejette l'idée de la France-Afrique, mais pour les Africains, l'emblème même de la France-Afrique, c'est la présence militaire. Ça veut dire qu'il faut y renoncer ? Pardon ? Il faut y renoncer. Les 1500 militaires au Niger doivent partir. Mais la présence militaire ne peut pas se faire sur ce mode-là, ce mode traditionnel, c'est-à-dire le mode des interventions, le mode des bases. Tout ceci est dépassé. Donc il faut le faire dans le cadre de coopérations choisies, dans le respect de la souveraineté de ces États. Et nous avons pu apparaître dans les dernières années comme ne respectant pas toujours cette souveraineté. Et en plus, une intervention qui commence en 2013 et qui est toujours présente en 2023, c'est absurde. S'il y a un pays qui sait, de par son histoire, de par son engagement historique, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est la France. Je vous rappelle qu'on a expliqué au monde, dans la crise irakienne, que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir. D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure
est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints, puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. Que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud, dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France, au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Le pire, c'est de se durcir, de camper sur sa position, d'être convaincu qu'on a raison. Beaucoup des erreurs que nous avons commises dans cette région depuis 2013 sont dues à l'incapacité à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur des réalités que nous comprenions mal. Les emblèmes doivent absolument disparaître. Et c'est là aussi la difficulté, parce qu'on a vu, quand on a demandé à la France de retirer sa base militaire du Burkina Faso, du Mali et dernièrement du Niger, c'était compliqué. Je crois qu'actuellement même, la France hésite à partir définitivement. On a dû avoir des garants comme le Togo ou encore des États-Unis. Dans tous les cas, je pense que quand on veut réellement, bien sûr, passer à autre chose, on supprime en effet les emblèmes, on supprime ce qui rappelle le passé. On supprime tout ce qui, bien évidemment, donc, peut animer encore le ressentiment, ou le ressentiment en quelque sorte. Donc, ça, c'est le premier point. Je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Donc, que ce soit le franc CFA, la France hésite encore à partir en finir avec ce franc CFA. Je ne sais pas pourquoi ça continue, d'accord, donc à être maintenu. Il y a également la question des bases militaires et il faut, au-delà du Niger, du Mali et du Burkina Faso, que la France pose des actes concrets dans ce sens, au niveau du Gabon ou encore d'autres pays comme le Cameroun ou le Sénégal, là où il y a encore des bases militaires françaises en Afrique. La présence militaire ne peut que rappeler, donc bien évidemment, à la jeunesse, le fait que nos pays ne sont pas encore réellement indépendants. Parce que, est-ce que nos pays ont des bases militaires en France? Donc, bon, bref. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Le fait de nommer des présidents et de soutenir les dictateurs à la tête de nos pays est quelque chose que la jeunesse africaine a du mal à digérer. Mais beaucoup plus que cela, moi, ce qui me marque, les postures, les attitudes arrogantes, mais aussi les accords injustes qui maintiennent la population dans la souffrance. Parce que c'est vraiment là, moi, c'est vraiment ça, parce qu'on peut parler de démocratie, de président. Vous savez, la population africaine s'en fout de qui a la tête. On s'en fout si c'est un dictateur, si plutôt c'est un militaire ou c'est un civil. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous avons dans notre caisse. Quand je travaille, qu'est-ce que je reçois comme salaire? Comment je vis? C'est ce qui importe, bien évidemment, à tout humain. Je ne parle pas seulement des Africains. Ce qui importe, c'est vraiment mon quotidien. Et les Africains continuent à subir des injustices à ce niveau, des accords injustes et des traitements, j'allais dire, inhumains, tout simplement. Macron même l'avait reconnu en considérant que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, les entreprises africaines et les françaises offrent des produits de moindre qualité parce que c'est l'Afrique. Et comment on peut donc dire que les choses pourraient s'améliorer si les attitudes pareilles perdurent? C'est un élément extrêmement important. Quand tu veux rétablir la relation avec l'autre, il faut bien évidemment que tu changes d'attitude. Les plus défavorisés ne voient pas leur sort s'améliorer. Les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la France. Et les classes dirigeantes se servent de la France comme bouc émissaire. Tout cela avec une jeunesse connectée. Pourquoi c'est la faute de la France, tout ça ?
Parce que, d'abord, les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites. Depuis 2013, la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité, même si le président Macron a eu raison de rappeler qu'en partie cette stabilité avait été maintenue, mais néanmoins, l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations. Dans le cas de la France, par exemple, si le commerce extérieur en Afrique subsaharienne ne représente qu'environ 2% de notre commerce extérieur, les parts de marché, nous le savons tous, sont concentrées dans les mains de quelques grands groupes qui font des affaires avec un taux de profit indécent en complicité avec des élites extraverties et corrompues, au détriment de la très grande majorité des Africains. J'ai souvent dénoncé des exemples caricaturaux comme la surfacturation par des groupes français du train urbain d'Abidjan ou les profits accumulés par le groupe Bolloré dans les ports ouest africains dont il est parti, sans égard pour les pays concernés. Nous devons avoir une diplomatie assez simple, c'est poursuivre nos intérêts. Et partir de là, notre sécurité, nos intérêts économiques, technologiques, diplomatiques, culturels. C'est de le faire en défendant aussi nos principes, et c'est ce qui, je crois, nous différencie parfois d'autres pays. Une certaine aspiration à l'universel, et donc à cet égard, la défense des droits de l'homme, de la dignité humaine, le partenariat avec les acteurs humanitaires, la défense du droit international et le respect de la souveraineté des peuples. J'entends souvent dire, ici, l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains, et c'est par là que tout doit commencer, et qu'avec eux, partenaires enfin respectés, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. Je ne suis pas pour qu'on passe sous la table, hein. Même si je reconnais les erreurs, les accumulations d'erreurs, les maladresses, oui, mais on ne va pas disparaître, on ne va pas raser les murs. C'est pas parce qu'il y a eu des erreurs en Afrique qu'on n'aura plus du tout de politique en Afrique. Vous ne comblerez pas ce fossé en lançant un média de propagande pour vanter les mérites de la politique française. N'en déplaise à ceux qui, au gouvernement et parmi nos collègues, évoquent abondamment la lutte d'influence pour tout expliquer. Le fait que l'Afrique aujourd'hui est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique, et la position de la France, évidemment, est aujourd'hui beaucoup plus relative. Il faut accepter qu'ils aient une pluralité de partenaires stratégiques. À défaut, nous précipiterons une évolution que nous dénoncerons peut-être avec véhémence. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Alors, cher ami, en conclusion de cette vidéo, je voulais donc partager cette vérité avec toi. Et je pense que l'Afrique en a besoin également. Dans nos rapports individuels, lorsque nous avons des ressentiments, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut traiter. L'amertume, la rancune te détruit d'abord toi-même et donne raison à celui qui t'a opprimé, celui qui t'a blessé. La première chose, c'est de faire l'effort pour t'en débarrasser. Le danger de la rancune, c'est que ça nous donne des fois de trouver des excuses à nos médiocrités. Celui qui a été maltraité dans son enfance, quand il grandit, il continue à dire, bon, c'est parce que j'ai été traité de cette façon. Cette personne trouve des excuses à sa médiocrité. L'Afrique n'a pas été le seul continent à être colonisé. D'autres pays, d'autres continents ont été colonisés. Mais ces pays se sont libérés, ces continents se sont libérés. On voit l'Asie, on voit donc, voilà, c'est un pays qui ont été colonisés, mais qui sont aujourd'hui très développés parce qu'ils sont mis au travail. Tu dois faire l'effort pour te débarrasser de ce sentiment de rancune parce que ça te détruit et c'est très grave. C'est très grave parce que moi, je pense que c'est un élément extrêmement important. L'Afrique, pour nous, on ne doit pas continuer, nous les Africains, ou en termes individuels, qu'on soit africain ou français, peu importe, continuer, bien évidemment, à
bien évidemment, dire, OK, c'est parce qu'on a été traité mal, on a été colonisé, parce que la France a fait ceci. Accuser les autres continuellement ne suffit pas. Ça nous détruit. Ça ne peut pas nous amener plus loin parce que ça nous amène à continuer à vivre dans la médiocrité sans prendre en main notre destin. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut pardonner, de tout cœur. Ça, c'est vrai. Donc, celui qui est offensé doit pardonner. Ça, il faut le faire. Il faut pardonner. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre chaque jour avec ça. Mais le problème, c'est que l'autre qui t'a offensé, je comprends que c'est difficile ou plutôt c'est impossible que cette personne jouisse de ton pardon. Et c'est ça le problème avec la France. Les Africains ne vivent pas, ou j'espère, dans un sentiment de rancune. Non, c'est vrai que quand on nous raconte le passé, ça nous blesse, mais ça ne guide pas nos actions de chaque jour. Mais le problème, c'est que on ne peut pas jouir du pardon de celui qu'on a offensé quand on continue, comme je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, quand on continue dans les attitudes, quand on n'est pas dans une sincère reconnaissance et quand évidemment il n'y a pas une promesse tenue, la promesse du changement, la promesse de faire autrement. Quand on continue à agir mal, évidemment, cette personne ne peut pas avoir une relation saine. C'est vrai, je t'ai pardonné, mais on ne peut pas avoir une relation saine quand je vois que tu continues à faire les mêmes bêtises. Toi, tu ne peux pas jouir du pardon si, évidemment, tu ne changes pas d'attitude. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi vrai. Il est vrai que celui qui est offensé doit pardonner. Il est aussi vrai que celui qui offense ne peut pas jouir du pardon, c'est-à-dire un rétablissement véritable des relations si cette personne n'est pas dans une reconnaissance et une attitude différente du passé. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour t'encourager. L'excellence passe forcément par le fait de ne pas vivre dans le ressentiment. Et l'Afrique ne doit pas vivre dans le ressentiment. Ça, c'est vrai. Nous devons avancer maintenant avec des partenaires qui changent concrètement d'attitude. Et donc, dis-moi comment est-ce que tu penses par rapport à ça. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec toi ce que je pense et c'est ce que j'essaierai de continuer à faire sur cette échelle. Ton soutien me fait énormément du bien. Je te remercie donc et on se dit à très bientôt. Plein succès dans tout ce que tu fais. C'est le désir de mon cœur, mon souhait pour toi. Plein succès dans toutes ces entreprises. À bientôt, cher ami.